Bonjour et bienvenue à InTopo. Aujourd'hui, mes collaboratrices et moi, nous vous présentons l'alimentation sous toutes ses coutures. Gabrielle, tu vas nous faire part d'une tendance culinaire qui sort de l'ordinaire. Oui, tout à l'heure, je vais vous parler d'une tendance culinaire qui gagne de plus en plus en popularité au Québec. Ça va être très intéressant. Et Audrey, toi, tu vas nous faire découvrir un restaurant qui offre une expérience très particulière à ses clients. Oui, tout à fait. Je suis allée au restaurant Au Noir et c'est vraiment intéressant parce que, bon, les gens peuvent expérimenter ce que c'est que de manger comme s'ils étaient non-voyants. Pour l'instant, je n'en dis pas plus, je garde ça pour tantôt. Et Marie-Christine, toi, tu as découvert qu'on peut faire du vin avec autre chose que du raisin. Oui, je me suis rendue dans un domaine qui se situe à Jonquière et là-bas, ils font du vin à partir de petits fruits, donc à la place du raisin. On va aller découvrir ça tout à l'heure. Il y a aussi Mélissa qui s'est rendue sur une ferme familiale. Oui, je suis allée rencontrer la famille Fortier qui est propriétaire des Atokas de l'érable à Notre-Dame-de-Lourdes. Ils font la culture de canneberge depuis déjà plusieurs années. Il faut dire là, que la canneberge, c'est un fruit qui n'est pas très connu des gens en général. Oui, justement, je suis allée découvrir les différentes étapes de transformation, entre autres, juste avant qu'elle soit transformée justement en fruits séchés ou en plusieurs autres produits. Alors, allons découvrir le milieu des canneberges. Fondés en 1994, les Atokas de l'érable ne couvraient alors que 6 hectares. Aujourd'hui, la cannebergière possède 156 hectares de production qui servent à faire des jus et des fruits séchés lorsqu'elle est vendue aux transformateurs. 30 autres hectares sont dédiés à l'implantation, c'est-à-dire aux boutures, un marché en plein essor. On vend des boutures de canneberge aussi, fait que ça nous aide dans les moments parce que là, on est un peu dans le creux de la vague parce que la canneberge a baissé de prix. On a une bouture de haute génétique. Et puis, on est une des seules fermes spécialisées au Québec dans ce domaine-là. C'est à peu près moitié-moitié nos revenus en fruits, puis l'autre moitié en bouture de canneberge. La précision de la production de la canneberge s'avère cruciale car c'est un fruit très capricieux. La plantation, par exemple, doit être minutieusement étudiée afin de savoir quand les champs auront atteint leur maturité. De nouvelles variétés s'implantent tranquillement aux Atokas de l'érable car elles présentent plus d'avantages que la Stevens qu'ils cultivent déjà. Mais ici, ça va prendre, je pense, 3 ans sans récolte avant parce que le champ ne sera pas couvert. C'est un plein au pied. Fait que ça va prendre du temps avant que le champ soit couvert. Même si la maturité de ces nouvelles variétés se fait attendre plus longtemps que pour la Stevens, elles se rentabilisent rapidement. La Stevens, la variété qu'on a partout sur la ferme ici, qui est une très bonne variété, produit entre 20 et 30 000 livres. Ces variétés-là vont pouvoir produire de 30 à 60. Il y en a qui font du 60 000 livres à l'autre dans ces variétés-là, près au 15 septembre. Une canneberge prête plus tardivement cause problème lorsqu'il y a des gels tôt dans l'automne. Contrairement à la croyance populaire, la canneberge ne pousse pas dans l'eau, mais bien dans des champs ordinaires qu'on inonde à la période des récoltes. L'eau fait alors flotter les fruits et permet une récolte efficace. Donc c'est facile. Quand on commence à inonder, ici, c'est notre lac le plus haut. Fait qu'on descend de l'eau dans des champs, on les récolte. Un coup qu'ils sont finis de récolter, on descend dans série plus bas et ainsi de suite jusqu'en bas de la ferme. Toute l'eau est réutilisée grâce à un système de pompe qui la fait remonter au plus haut lac grâce à un circuit fermé qui évite les gaspillages. Ensuite vient l'étape du nettoyage où on transfère les fruits dans des piscines. Les canneberges, dans le fond, sont vidées dans le canal à partir des piscines. Ils montent dans le convoyeur. Après avoir été rincées convenablement, les canneberges passent sur 3 tables vibrantes qui enlèvent les feuilles, les bouts de bois et les fruits pourris. L'optimal de la ligne est d'environ 80 000 livres à l'heure, mais en moyenne, ça peut aller à 60 000 livres à l'heure. Elles sont ensuite prêtes à être pesées puis emboîtées pour aller au congélateur. L'avenir est assuré pour la cannebergière de Notre-Dame-de-Lourdes. En plus de se tailler une place de choix au niveau international, Pierre Fortier a déjà sa relève. Ses fils Charles et Michael viennent d'ailleurs d'acheter une ferme à Saint-Louis-de-Blenford. Mélissa Savoie-Soulière, InTopo, Notre-Dame-de-Lourdes. Audrey, tu nous as parlé plutôt d'un restaurant où les clients ne voient pas ce qu'ils ont dans leur assiette. Effectivement, c'est le restaurant Au Noir qui est situé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Et le concept est vraiment très spécial parce que, bon, les clients ne voient pas du tout ce qu'ils ont dans leur assiette puisque la salle à manger est complètement plongée dans l'obscurité. Donc, c'est pour leur faire vivre l'expérience de ce que c'est que d'être non-voyant et de prendre le repas. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, à visionner la première partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec le propriétaire du restaurant, M. Alejandro Martinez.
Je m'appelle Alejandro Martinez, je suis le propriétaire du restaurant Au Noir. Depuis 3 ans et demi à peu près, je suis le gérant, le directeur général. J'ai 25 ans. C'est un concept qui a commencé en Europe. Ici à Montréal, c'est le premier restaurant dans l'obscurité. Les clients arrivent à la réception, puis ils vont commander tous les repas, les breuvages, la nourriture. Puis après ça, dès que les clients sont prêts, on va appeler les serveurs, les serveurs guides. Puis la personne va arriver ici, va se présenter, il va rejoindre les clients, puis après ça, on va les envoyer à l'intérieur, que c'est complètement dans l'obscurité. Pour être serveur ici, il faut être non-voyant ou semi-voyant. C'est pour donner aussi l'espace à eux de travailler. Il faut avoir une communication, vraiment bonne communication avec tout le monde. C'est pas un restaurant où les serveurs vont pouvoir vraiment prendre les assiettes puis juste les prendre parce qu'ils vont voir c'est quoi. Il faut que la cuisine parle beaucoup avec les serveurs ou serveuses. Puis c'est la même chose ici parce qu'au bar, mettons, on fait les breuvages ici au bar. C'est pas les serveurs qui vont faire le breuvage, c'est nous qu'on les fait ici, puis on les donne le breuvage à les serveurs. Marie-Christine, toi, tu nous as parlé plutôt d'un domaine situé à Jonquière où l'on fait du vin avec des petits fruits. Oui, d'ailleurs, les petits fruits qu'ils utilisent pour faire leur vin poussent directement au domaine Le Cajot. Alors là-bas, ils ont des milliers de plants de framboises, de bleuets et de cassis. D'ailleurs, dans les dernières années, ils ont même planté des vignes. Alors bientôt, on va pouvoir boire du vin de Jonquière. Je vous invite à aller y jeter un œil par vous-même. Les premières framboises du domaine Le Cajot ont été plantées en 1977. En 2000, ce sont près de 18 000 plants qui y poussent, en plus des bleuets qui s'y sont ajoutés avec les années. Aujourd'hui, le domaine produit 5 alcools de fruits différents, ainsi que de nombreux produits agroalimentaires. En 2000, mon père prend sa retraite. Et c'est à ce moment-ci qu'on a décidé de donner un plus à l'entreprise. Parce qu'on avait beaucoup de framboises, on avait beaucoup de bleuets. Donc, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces petits fruits-là en question. Donc, on a dit, go, on va se partir un vin de framboises, des vins apéritifs à base de framboises et bleuets. La fabrication des vins de petits fruits est la même que celle utilisée pour faire du vin traditionnel. La différence est qu'on fait fermenter des bleuets, des framboises et du cassis à la place du raisin. Chaque bouteille est ensuite vieillie durant 1 an. Même chose pour ce qui est du cajolet, le premier mousseux de bleuet au monde produit au domaine. On élabore ça selon la méthode en cuve close. Donc, c'est pas 1000 bouteilles qu'on couche puis qu'on les tourne selon la méthode champenoise, mais c'est très semblable parce que la méthode champenoise, c'est la méthode la plus simple pour fabriquer du champagne, puis nous, on a voulu se casser un petit peu plus la tête. Pierre-Philippe Tremblay croit que l'entreprise peut prospérer, même si elle est située à l'extérieur des grands centres. Monsieur, madame, tout le monde, ça va bien. Là. Les gens viennent ici, achètent, c'est vraiment plaisant. Côté hôtel, restaurant, c'est un peu plus difficile. Ils sont habitués de servir des kirs, des vins français à leur français, mais il faudrait qu'ils changent un peu leur attitude. Le domaine Le Cajot a remporté de nombreux prix pour ses alcools. La Brambasia est même servie chez Barack Obama à la Maison-Blanche. Malgré tout, ils ont choisi de ne pas vendre leurs produits à la Société des alcools du Québec. On fait un vin mousseux de bleuet. C'est unique au monde. On a lancé ça en 2010. Puis le fait d'être unique comme ça, c'est une boisson qui se vendrait à la SAQ 60 $ la bouteille. Puis moi, le producteur, peu importe le prix qu'eux vendent, ils me donnent uniquement 8 $ la bouteille. En 2011, la famille Tremblay a implanté sur son domaine le premier vignoble au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec des cépages nordiques. Donc, on a vraiment créé nos cépages. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur le dossier avec l'Université du Minnesota du côté des États-Unis et avec des chercheurs au Québec pour créer vraiment un cépage qui va résister à notre froid. Les premières bouteilles de ces nouveaux vins devraient pouvoir être dégustées cet été. On veut se démarquer. Moi, j'ai fait plusieurs vignobles au Québec, puis j'ai dit à mon père que si on sortait un vin rouge qui goûtait ce que la majorité goûte au Québec, moi, je trouvais pas ça intéressant côté goût. Puis, on le vendra pas. Mais là, on a fait des tests, puis notre vin rouge, notre vin blanc, là, il est extraordinaire. Marie-Christine Rioux pour Intopo, Jonquière.
Voici la deuxième partie de l'entrevue réalisée avec le propriétaire du restaurant au Noir, M. Alejandro Martinez. C'est vraiment la pratique, puis c'est une technique aussi, c'est un mélange de tout, on travaille tous ensemble. Évidemment, la cuisine, il faut qu'ils se communiquent vraiment bien avec eux. Puis comme ça, ils vont pouvoir vraiment se rappeler. On travaille, comme je dis, on travaille tous ensemble, puis c'est une question d'habitude puis une technique qu'on fait ici. Vraiment, on a de tout. On a des enfants, on a des jeunes, des étudiants, des personnes qui travaillent. Mais je dirais plus ou moins la majorité des gens qui viennent ici, c'est des étudiants entre 20 et 30 ou des gens qui travaillent entre 35 et 45. Généralement, c'est une expérience positive parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment d'habitude. Gabrielle, la cuisine, c'est un peu comme les vêtements ou encore la décoration, ça a ses propres tendances. Tu vas nous parler d'une de ces tendances. Oui, aujourd'hui, je vous parle d'une tendance planétaire en cuisine. Je vous parle de cuisine moléculaire. Ça commence à être connu du grand public, mais il n'y a pas vraiment de chef qui la pratique au Québec. La cuisine moléculaire, pour résumer ça en gros, c'est une approche plus scientifique de la cuisine. On va intégrer des éléments chimiques à la nourriture pour en changer les propriétés. Concrètement, ça ressemble à quoi? Mais par exemple, on peut se servir d'azote liquide pour faire du sorbet, ce qui fait des cristaux de glace plus petits et un sorbet qui est beaucoup plus goûteux. On peut injecter des enzymes à une pièce de viande pour l'attendrir. On peut aussi se servir d'agar-agar, une gélatine utilisée en laboratoire pour faire des compotes ou des gelées. Bref, les possibilités sont infinies en cuisine moléculaire. Mais par contre, le procédé, en fait, pour cuisiner les plats est souvent beaucoup plus spectaculaire que le résultat final. Entre un plat normal ou un plat de cuisine moléculaire, souvent, on ne voit pas beaucoup la différence. Est-ce qu'il y a des avantages à cuisiner comme ça? Oui, bien, tout d'abord, il y a les saveurs, évidemment, qui sont beaucoup plus relevées avec la cuisine moléculaire. Et il y a aussi la santé, comme par exemple une recette de crème fouettée. Normalement, ça prend du gras pour faire lever la crème. Et bien là, on va se servir justement de protéines lactiques puis d'eau, puis on va arriver au même résultat. C'est ce qui complète notre émission. Un merci spécial au restaurant L'Artiste situé à Chicoutimi pour nous avoir accueillis et un merci spécial à vous d'avoir été des nôtres.